Ok, super. Bonjour à tous. Merci d'être là avec nous pour ce quatrième webinaire d'X-Urso donc sur les effets du Covid-19, de la crise du Covid-19 et des réponses politiques, notamment de politique économique à donner. Donc, on est très heureux aujourd'hui de recevoir Patrick Artus, donc, qui est directeur de la recherche de Natixis, si je ne me trompe pas. Oui. Et qui donc est un des experts les plus écoutés et les plus attendus voilà, sur ses commentaires et sa vision de cette crise. Donc Patrick, tu as déjà publié de nombreux articles, tu fais des interviews. Et donc, voilà, on est très heureux de t'entendre aujourd'hui. Donc, si ça te convient, tu peux faire un propos introductif de 20-25 minutes. Oui. Et ensuite, on aura une vingtaine de minutes de questions. Voilà, et les gens peuvent poser des questions soit en les écrivant dans le chat, et moi je les poserai de leur part, ou alors lever la main avec la fonction Zoom. Voilà. Donc, on peut démarrer. Patrick, c'est à toi pour ton propos introductif. Merci. Bien, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je vais essayer d'introduire cette question de la réponse à la crise. D'abord, peut-être en deux types de questions. La première, c'est dans une approche un peu plus de court terme. Qu'est-ce qu'on peut penser de la réponse des politiques économiques aujourd'hui à cette crise dans l'instant de la crise, hein, disons en 2020? Est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'on a d'autres idées? D'ailleurs, comme je travaille pas mal avec le gouvernement sur cette question, si vous avez, vous, d'autres idées, je suis extrêmement heureux de les entendre. Je sais que vous réfléchissez tous beaucoup. Et puis ensuite, je voudrais me poser la question des politiques économiques plus tard. Qu'est-ce qui va être complètement différent après cette crise? Et qu'est-ce qui va, du coup, guider les politiques économiques dans une logique post-crise, hein, c'est-à-dire 2020, fin 2020, 2021, 2022, etc. Alors, commençons peut-être par la question de la réponse de politique économique pendant la crise. Il faut d'abord partir de l'idée que tous les gouvernements de la zone euro travaillent avec l'hypothèse d'une crise très violente, mais relativement courte. C'est-à-dire avec l'idée qu'à l'été, peut-être les économies ne seront pas complètement normalisées, mais tous les salariés pourront aller librement travailler. Donc il n'y aura plus de restrictions sur la production dans quelques mois, avec des processus d'unlocking, comme on dit aux États-Unis, qui s'étalent entre le début du mois de mai et l'été. Personne, pour l'instant, dans les gouvernements, ne travaille avec une perspective de crise plus longue, de crise qui recommencerait. Et ça serait quand même un choc très différent. C'est-à-dire que ce que vous pouvez faire quand vous avez 2 mois d'arrêt de l'économie, vous ne pouvez pas le faire si c'est 1 an d'arrêt de l'économie. Si c'est 1 an d'arrêt d'économie, vous êtes dans une logique de guerre. Donc les politiques économiques après, c'est une logique de politique économique d'après-guerre, où il faudrait sans doute des masses de nationalisation, il faudrait un rôle tout à fait dirigeant des États, il faudrait nationaliser le système bancaire. Bon, je ne me place pas dans cette perspective-là, et je me place dans la perspective où nous avons une chute considérable d'activité pendant une période relativement courte de temps, puis une normalisation pendant une période relativement courte aussi de temps. Vous avez vu ce matin que le gouvernement français annonce 8% de baisse du PIB cette année en France. On aurait dû avoir 1% de croissance, donc on est 9 points en dessous de la normale. Mais ceci est concentré en fait sur peu de mois, hein, puisque l'INSEE nous apprend que tant que nous sommes confinés, et ce chiffre qui est vrai pour la France est à peu près vrai pour les autres pays de l'OCDE, nous perdons 35% de PIB. Hein, et donc effectivement, c'est un trou suivi d'une reprise. Donc c'est une introduction importante parce que, enfin, de temps en temps dans le monde financier, on rencontre de grands investisseurs qui ont un doute sur ce scénario, qui disent mais est-ce que vous êtes quand même certain qu'il n'y aura pas après une rechute et que la crise sera beaucoup plus grave que ça? Alors si on est dans cette logique-là, tous les pays finalement, avec plus ou moins d'hésitation, ont rejoint la même stratégie, qui est une stratégie qui consiste à éviter les faillites des entreprises et à maintenir le revenu des ménages. Et ceci se fait à peu près de la même manière dans tous les pays, de façon très voisine, avec des transferts aux ménages,
Alors, aux États-Unis, c'est des transferts qui n'empêchent pas que les Américains perdent leur emploi, donc une très forte hausse du chômage. En Europe, c'est des transferts sous forme de chômage partiel. Enfin, ça revient à peu près au même. La personne ne travaille pas et est payée par l'État, avec beaucoup d'aides aux entreprises, avec des garanties des crédits, avec des achats d'obligations. Maintenant, vous avez vu depuis peu de jours aux États-Unis, ça concerne aussi les obligations à yield, hein, c'est-à-dire tous les types de qualités d'emprunteurs peuvent avoir leurs obligations achetées par la Réserve fédérale, avec des programmes de soutien sectoriel sur les secteurs les plus abîmés, etc. Donc l'objectif, c'est d'empêcher les faillites, puisque bien entendu, une faillite, ça crée une irréversibilité et destruction de capital, et de maintenir autant que possible le revenu des ménages pour éviter des situations de pauvreté, de marginalisation, un certain nombre de personnes. Alors, est-ce que ça va marcher? Moi, je pense que... Alors, il y a des trous, évidemment, dans tous ces systèmes. Il y a des entreprises qui vont disparaître, des petits commerces, peut-être plutôt dans les TPE. Hein. Il y a des secteurs où l'intervention de l'État doit être beaucoup plus massive, hein, comme le transport aérien, peut-être l'automobile. Mais en moyenne, on a l'impression que ça va quand même marcher, qu'il n'y a pas de crédit crunch, quoi. Il n'y a pas de rationnement de crédit, ce qui aurait été dramatique. Il n'y a pas d'effondrement du niveau de vie des ménages. Et que donc, d'ailleurs, vous avez peut-être vu que COFAS, il y a quelques jours, publie une étude où il pense que la hausse du nombre de faillites en France entre 2019 et 2020 sera de 15%. Ce qui, honnêtement, quand vous perdez 8 points de PIB, est totalement miraculeux. Donc, il y a une logique de cette intervention, et je vais peut-être passer une minute sur l'analyse macro-financière de cette intervention de l'État, qui est de dire, voilà, on perd, le PIB est 9 points en dessous, je prends les chiffres français, mais ils s'appliquent à peu près partout, 9 points en dessous du niveau où il aurait dû être, mais je vais essayer de maintenir le revenu du secteur privé, que ce soit les entreprises ou les ménages, et moi, État, je fais un déficit public qui est en gros égal à la chute du PIB, ce qui fait que la totalité de la perte de revenus est pour l'État. Donc l'État prend l'intégralité de la perte de PIB à sa charge et distribue des revenus pour maintenir le revenu autant que possible du secteur privé. Alors bien sûr, je l'ai dit, il y a des trous, et dans le secteur privé, j'ai oublié, il y a un trou important aussi, qui sont toutes les personnes avec des contrats de travail à très court terme, des intérimaires, des contrats très courts, qui effectivement, eux, perdent leur emploi et qui vont se retrouver chômeurs. Et on va maintenir sans doute l'emploi de la grande majorité des personnes avec des contrats de travail longs. Alors, quelle est cette logique économique? C'est une logique assez intéressante, c'est-à-dire à court terme, l'État assure dans ce choc tout le secteur privé contre la perte de revenus. Et l'État le fait parce qu'il a plus de caractéristiques d'assureur que les autres. L'État peut faire cet énorme déficit public cette année et le récupérer plus tard. Donc une capacité de lissage intertemporel de son revenu beaucoup plus grande que les autres acteurs économiques, ce qui est vrai. Alors cela étant, on s'aperçoit, et je vais y revenir, que l'État doit être aidé pour faire cela. Pourtant, il n'y a pas de problème global d'épargne. Il faut bien que vous compreniez que cette crise est très particulière. C'est une crise où il y a une chute du PIB qui n'est pas comme d'habitude dans les récessions due à une chute de la demande, qui est due à ce qu'on ne peut pas aller travailler. Et donc, la chute du PIB, c'est une chute de l'offre physiquement faisable. Et donc, les agents économiques privés accumulent une énorme épargne involontaire. Les ménages ne peuvent pas consommer. La consommation des ménages en France est en baisse de plus de 35%, parce qu'ils ne peuvent pas sortir de chez eux, parce que les biens ne sont pas disponibles. Et donc, cette énorme épargne involontaire, elle finance le déficit public de l'État. Donc, il n'y a pas de problème global de financement, il n'y a pas d'insuffisance d'épargne. Mais le problème, c'est un problème de composition de cette épargne. Parce que ce qu'il faut, c'est financer des entreprises qui n'ont pas de chiffre d'affaires ou peu de chiffre d'affaires et financer les États. Et spontanément, dans cette période, les épargnants ont beaucoup d'aversion pour le risque. Et donc, ils n'ont pas envie d'acheter des actifs risqués. Et c'est là que la Banque centrale intervient. La Banque centrale fournit les actifs risqués. Donc, elle achète de la dette d'entreprise, elle achète de la dette publique. Et elle paye en créant de la monnaie qu'elle donne aux épargnants qui sont contents d'avoir de la monnaie parce qu'elle est sans risque et qui ne voudraient pas acheter dans ces circonstances de la dette d'entreprise ou de la dette privée. Donc, vous comprenez la logique de ce système. L'État assure tout le monde. Il n'y a pas de problème de financement du déficit public puisqu'on a de l'épargne forcée.
Et il y a un problème de composition de cette épargne. L'épargne des ménages, essentiellement, en ce moment, n'est pas assez risquée pour les besoins de l'économie, parce que prêter devient risqué dans cette situation de crise. Et la Banque centrale, finalement, prend le risque que les épargnants privés ne veulent pas prendre sur son bilan, hein, en achetant les actifs et en créant de la monnaie à la place. Donc ce truc-là est quand même extrêmement bien fait. Hein. Il faut comprendre que c'est une organisation qui est très très sophistiquée en réalité, hein, où il y a un assureur qui est l'État, où il n'y a pas de problème d'épargne, et où il y a un réassureur qui est la Banque centrale qui permet finalement à l'État de prendre beaucoup de risques, hein, en lui rachetant sa dette publique et en mettant de la monnaie à la place. Donc c'est un système extrêmement solide et je pense qu'il est relativement efficace. Donc je ne crois pas, bien sûr le PIB on n'y peut rien, par rapport à une crise habituelle, il faut se rendre compte que la grande différence, c'est que vous pouvez mettre tous les déficits publics que vous voulez dans l'économie, ça ne va pas faire remonter le PIB, que le PIB ça vient de ce qu'on ne travaille pas, hein, parce que les entreprises sont fermées. Mais par contre, on maintient le revenu. Donc, on maintient un revenu du secteur privé alors même que le PIB a chuté. Donc, voilà. Donc c'est quelque chose qui est très sophistiqué en réalité et qui devrait limiter assez fortement le niveau des faillites. Bien sûr, il y en aura, hein, mais beaucoup moins qu'avec une autre organisation de politique économique et qui devrait limiter assez fortement la perte de revenus des ménages. Alors, projetons-nous après, c'est mon second point, je surveille l'heure pour ne pas être trop long, c'est mon second point qui est le long terme. C'est-à-dire, une fois qu'on va être déconfiné, septembre, enfin bon, pour tout le monde, probablement, pour tous les secteurs d'activité, en espérant que ce problème ne se reproduise pas, qu'est-ce qu'il y a finalement comme mécanisme de transmission de la crise présente et de la solution de politique économique que je viens de décrire au futur? Alors, ils sont extrêmement nombreux. Et ensuite, je finirai sur les changements structurels plus lourds de l'économie. Il y a essentiellement deux mécanismes de transmission de cette crise au futur. Alors, il y aurait pu y avoir les faillites, et à nouveau, je pense, bien sûr, qu'il y aura des faillites, mais je pense que ça ne va pas être le problème majeur. Je pense qu'on va réussir à contenir la montée des faillites. Mais en échange, on va avoir deux problèmes, évidemment, qui, un, est une très forte hausse de l'endettement des États, et deux, une très forte hausse de l'endettement des entreprises. Alors, les États, évidemment, s'endettent, puisqu'ils ont ces déficits publics énormes. Pour la zone euro, probablement cette année, je pense que ce sera entre 8 et 9% du PIB. Aux États-Unis, autour de 15% du PIB. Au Japon, autour de 20% du PIB. Gérald Darmanin, ce matin, parle de 9% pour la France. Donc, on est à peu près dans ces zones-là. Et donc, les taux d'endettement public vont être plus élevés. Est-ce que c'est un problème? Alors, première réflexion, à la différence de ce qu'on a fait après la crise des subprimes, je ne crois pas que les États vont vouloir réduire rapidement leur déficit public. D'abord, ils auront plein de nouveaux besoins, je vais en parler pour finir dans une minute, et ensuite, ils ne vont pas refaire l'erreur de 2011 dans la zone euro, qui est une réduction très rapide du déficit public, qui avait fait replonger la zone euro en récession. Donc, on va garder des déficits publics importants, donc la dette publique, elle sera encore plus haute dans un an ou deux qu'elle ne sera à la fin de cette année. Deuxièmement, est-ce que les États vont essayer après de réduire leur endettement public? Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'on aura des politiques budgétaires restrictives. On pourrait décider d'avoir des politiques budgétaires restrictives, d'augmenter la pression fiscale, de baisser les dépenses, mais je ne pense pas qu'on le fera. Je vais dire dans une minute qu'il y aura plein d'autres besoins pour la politique budgétaire et pour les États. Donc je crois plutôt qu'on va devoir vivre avec des dettes publiques beaucoup plus élevées. Alors, dans le temps, c'était assez facile à analyser. Parce que quand on avait plein de dettes publiques, on demandait aux banques centrales de les monétiser, ce qu'on est en train de faire, j'en ai parlé, c'est ce qu'on a fait après les guerres, et la monétisation des dettes publiques faisait apparaître de l'inflation avec la création monétaire. Et le coût de cette politique, c'était l'inflation. L'inflation, c'est une taxation des encaisses monétaires des agents économiques. Donc, on avait un nouvel impôt qui s'appelle la taxe inflationniste, qui remboursait les dettes publiques. Et donc, c'était assez traditionnel comme analyse. Aujourd'hui, depuis 30 ans, il n'y a plus aucune corrélation entre la quantité de monnaie et l'inflation. Au Japon, ça fait 25 ans qu'une augmentation colossale de l'offre de monnaie et l'inflation est de zéro. Et donc, la taxe inflationniste n'est plus la façon dont on rembourse les dettes publiques monétisées. Donc, quel est le coût? Ça ne peut pas être un free lunch complet. Quel est le coût de cette politique? Moi, je pense que c'est les dérèglements financiers, c'est l'instabilité financière. On va avoir encore plus de monnaie,
encore plus de capitaux qui vont circuler d'une classe d'actifs à une autre, encore plus de capitaux qui vont circuler d'une devise à une autre. Et donc, le prix à payer, qui dans le passé aurait été la taxe inflationniste, ça va être la volatilité financière, l'instabilité des prix de l'immobilier qui vont monter puis rebaisser, l'instabilité des taux de change, l'instabilité des spreads de crédit, etc. Donc, je pense que c'est ce que nous allons avoir, c'est un coût encore plus élevé en instabilité financière. Et c'est par là que viendra la facture de cette politique et pas par l'inflation. Et je ne crois pas que la facture de cette politique, ce sera des politiques budgétaires durablement restrictives. Je crois que les États n'ont pas envie de faire ça. Ils ont plutôt envie de continuer à faire financer par les banques centrales leur dette publique. Alors, deuxième réflexion, deuxième transmission au futur de cette crise, c'est la dette des entreprises. Et effectivement, c'est ce qui m'ennuie le plus. Toutes les entreprises en ce moment, et moi, je suis un peu banquier aussi, on le voit, sont en train de s'endetter. En émettant des obligations quand elles le peuvent, en tirant des lignes de trésorerie confirmées, en ayant appel aux emprunts, aux prêts qui sont garantis par les États dans les différents pays. Donc, une partie importante de la baisse des chiffres d'affaires va être compensée par de la dette d'entreprise. Et des entreprises plus endettées vont toutes avoir envie de moins embaucher, de geler leurs investissements, de baisser leurs investissements, de freiner les salaires. Et donc, le risque, c'est qu'on ait durablement une croissance faible parce que les entreprises auront des bilans détériorés et auront envie d'améliorer leur bilan en réduisant leurs dépenses, aussi bien les salaires que les capex, que les investissements. Donc, je crois que ça, c'est le risque le plus grand que nous ayons. Ce serait du coup une reprise molle qui serait handicapée par l'endettement des entreprises. Et il faut réfléchir à des politiques économiques qui, à la fin de cette crise, aident les entreprises à réinvestir. Donc, les États doivent être intelligents, essayer de trouver des mesures, donc ce qui va à nouveau aggraver les déficits publics, même après la fin du confinement, qui aident les entreprises à investir. Sinon, on risque d'avoir vraiment une très grande faiblesse durable des investissements. Alors, mon dernier point, c'est la fameuse question de qu'est-ce qui se passe le jour d'après, c'est-à-dire en quoi les économies seront fortement différentes. Alors, j'ai déjà évoqué plein de choses, la question des liquidités, de l'endettement, des dettes publiques, etc. Il y a, à mon avis, trois choses qu'il faut envisager. La première, c'est, alors je vais dire des choses très banales, mais qui sont sans doute réalistes. Et je pense qu'il y aura vous avez écouté Emmanuel Macron hier soir, un vrai consensus. Une préoccupation accrue pour le long terme. Donc, on va s'occuper plus de prospective. Ça veut dire fabriquer localement les produits stratégiques. Ça veut dire dépenser davantage dans la santé, dans l'éducation, dans la formation. Ça veut sans doute dire des contraintes climatiques et environnementales plus sévères après la crise. Alors, il y a un débat là-dessus parce qu'effectivement, certains disent que les entreprises vont demander qu'on allège les contraintes climatiques parce qu'elles ne vont pas bien. Je ne crois pas du tout qu'il va se passer ça. Je pense qu'il va se passer l'inverse. Au contraire, il y aura une demande collective très très forte pour tenir davantage compte du long terme, ce qui imposera au contraire des contraintes climatiques plus sévères. Ça veut dire aussi sans doute que durablement, après cette crise, l'État aura un rôle plus important qu'avant. Il va piloter une réflexion stratégique, alors de façon intelligente. Regardez ce qui s'est fait, par exemple, ce qui s'est fait sur la batterie électrique avant la crise, avec les gouvernements français et allemands et les grandes entreprises, avec Total, avec PSA. Donc, on peut avoir une collaboration État-entreprise intelligente. Et donc, il y aura ce rôle on ne va pas faire le commissariat général du plan, mais je pense qu'il y aura un rôle de stratégie de l'État beaucoup plus important. Et puis, dernière chose, je crois qu'il faut se dire qu'on va avoir un bouleversement assez important de la structure sectorielle de notre économie. C'est des choses auxquelles je réfléchis. Et on commence à voir, alors c'est très préliminaire, c'est quelques semaines, mais des choses assez intéressantes quand on regarde ce qui se passe en Chine après la fin, quand tout le monde a recommencé à travailler et à consommer presque normalement. D'abord, il est resté une aversion absolue pour l'endettement. Ce qui est normal, si vous avez beaucoup d'aversion au risque, beaucoup d'incertitude, vous n'avez pas envie de vous endetter. Et donc, ça veut dire que les Chinois reconsomment des biens de consommation courante, de l'habillement, du restaurant, du luxe, etc., mais pas du tout de biens durables. Ils ne s'achètent pas de voiture, ils ne s'achètent pas d'appartement, ils ne s'endettent pas. Et ça, à mon avis, ça peut arriver. Ça peut arriver ici dans quelques mois. On verra certains secteurs repartir très fort. En Chine, il y a un redémarrage colossal du luxe. Enfin, c'est peut-être un peu chinois, mais vous voyez, des biens, des choses qui n'ont pas été consommées avec du rattrapage. Rappelez, il y a plein d'épargne forcée. Donc, ces épargnes
dépensée, elle sera consommée en partie. Et puis ensuite, il y a des secteurs qui ne repartiront pas. Alors, on peut penser bien sûr à l'automobile, on peut penser au transport aérien, on peut penser aux avions. Et donc, on a sans doute une segmentation assez forte qui va se produire entre durable et non durable. Et puis, deuxième chose, on voit en Chine que tout ce qui est en ligne a gardé une part de marché tout à fait considérable. C'est-à-dire que les Chinois qui ont pris l'habitude d'acheter en ligne pendant la crise ne retournent pas dans la distribution traditionnelle, ils continuent à consommer en ligne. Donc je pense qu'en France ou en Europe aujourd'hui, le e-commerce, c'est que 12 ou 13% du commerce. Je pense que ça va beaucoup monter et que ça va rester élevé après la crise. Donc on va vivre une étape du basculement de la distribution traditionnelle vers la distribution en ligne. Et à nouveau, ça c'est bon pour les moyens de paiement, pour l'IT, pour les télécoms, pour les distributeurs en ligne, et c'est assez mauvais pour les distributeurs traditionnels. Donc ouais, il y a plein de choses sectorielles à dire, avec à nouveau des situations qui vont être extrêmement contrastées, ce qui d'ailleurs rend la politique économique compliquée, parce que si vous avez des industries qui vont très bien, des industries qui vont très mal, c'est pas facile d'avoir des mesures homogènes qui touchent tout le monde. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là, j'aurais pu parler beaucoup plus longtemps, mais vous voyez, l'idée, ça a l'air simple et c'est extrêmement sophistiqué et malin ce qui est fait à court terme, donc je pense que ça a des chances d'être assez efficace. Avec bien sûr des entreprises et des personnes qui vont souffrir incroyablement. On a du mal à traiter tout, mais il y a vraiment, au point de vue global, un soutien qui est intelligent. Le vrai sujet post-crise, il me semble, c'est la dette des entreprises et la façon d'empêcher les économistes parlent du debt overhang, de la gueule de bois de la dette, d'empêcher que les entreprises très endettées arrêtent pendant longtemps d'investir, parce que ça serait un très gros obstacle à ce qu'on veut faire par ailleurs, qui est de relocaliser, d'investir dans les industries du futur, etc. Et puis 3, je pense, un rôle accru du long terme, ce qui bien sûr implique l'État, mais implique aussi les entreprises, voilà. Et puis peut-être sur ce point, un dernier mot, il y a comme une contradiction assez forte, c'est que quand vous êtes dans le capitalisme contemporain et que vous voulez 15% de rendement des fonds propres, ça veut dire que les entreprises actualisent leurs revenus futurs à 15%. Ce n'est pas tout à fait vrai, c'est des primes de risque. Enfin bon, simplifions. C'est très contradictoire avec l'idée de s'occuper du long terme. Donc il va y avoir un vrai conflit entre les objectifs du capitalisme contemporain, qui sont des objectifs de rentabilité forte des fonds propres, donc de taux d'actualisation très élevé, qui fait qu'on ne s'occupe pas des investissements à revenus très longs. Je parle en moyenne, ce n'est pas vrai dans toutes les industries, bien sûr. Et puis, une demande collective et politique économique qui est de s'occuper du long terme, de faire des investissements à rentabilité très longue. Et donc là, on voit bien qu'il y aura une tension qui va se jouer dans le capitalisme. Je m'arrête là. J'ai vu passer des foultitudes de questions, donc je suis très inquiet. Merci Patrick. Déjà, c'est un propos introductif passionnant. Alors, moi, j'ai rassemblé les questions du chat, je les ai groupées, je vais te les poser et tu pourras réagir comme tu le souhaites. Et après, je donnerai la parole à notre camarade Salmona qui avait une question qu'il voulait poser oralement. Mais je vais commencer par les questions que j'ai rassemblées dans le chat. Donc, il y avait une remarque qui était plus une remarque qu'une question, c'est des idées pour limiter le coût du chômage partiel pour l'État. Et qu'est-ce que tu en penses? Donc, il y a un camarade qui disait, est-ce qu'on ne peut pas uniquement fournir des dispositifs de chômage partiel pour les entreprises qui ont des résultats négatifs en 2020? Deuxièmement, est-ce qu'on ne peut pas limiter les revenus des salariés couverts par le chômage partiel, en tout cas le remboursement? Deuxièmement, alors après, donc une série de questions. Comme tu en as parlé dans ton introduction, mais tu peux réagir si tu le veux. Comment l'État financera toutes ces dépenses? Est-ce que ça sera des hausses d'impôts, de la dette, de l'inflation? Ensuite, on a eu aussi une remarque. Est-ce qu'après la crise, on aura de l'inflation ou de la déflation? Remarque supplémentaire, je regroupe parce qu'il y avait des questions qui se ressemblaient. On parle de mutualisation de la dette et, à contrario, on parle aussi de risque d'éclatement de l'Union européenne. Alors, est-ce que si on ne fait pas l'un, on aura l'autre ou est-ce qu'on peut arriver à maintenir la cohésion de l'UE? Ensuite, il y a un camarade qui remarquait, donc on a des taux déjà courts, déjà bas, je veux dire, des taux d'intérêt déjà bas, et on observe des tensions sur les taux courts. Alors, comment tu vois ça? Est-ce que c'est des tensions sur l'augmentation des taux? Même sur les taux immobiliers, on a vu des tensions. Est-ce que c'est inquiétant? Est-ce que c'est une tendance qui va se poursuivre?
Hubert Lévenberg qui nous faisait remarquer, bon, après la crise, pour se rattraper, il va peut-être falloir travailler plus. Alors, est-ce que les syndicats laisseront faire ça ou est-ce qu'on peut imaginer plus, voilà, qu'après cette crise, par exemple, il n'y ait plus les 35 heures, qu'on travaille plus. Je continue et puis voilà, encore avec d'autres questions. Il y a un camarade qui remarquait que après cette crise, on a des fermetures de frontières. Est-ce qu'on aura un mouvement de reshoring dans chacun des pays, en France en particulier? Est-ce que du coup, on peut craindre que ça crée de l'inflation? Parce que produire en France, peut-être, sera plus onéreux que produire en Chine, par exemple. Deux dernières remarques. Est-ce que l'action de la BCE pour monétiser la dette est aussi efficace que celle de la Fed? Est-ce qu'on peut réfléchir donc à ce sujet et arriver à mieux à faire aussi bien que la Fed? Et enfin, il y a donc un économiste, Gaël Giraud, si j'ai bien noté dans le chat, qui propose d'annuler de la dette, notamment de la dette en UE. Est-ce que c'est quelque chose de crédible, d'envisageable voilà, pour justement ne pas avoir la gueule de bois de la crise? Donc, je te laisse répondre, réagir à tout ça, et puis après, je passerai la parole à Salmona. Merci. Oui, très très bonne question, donc ça me permet de préciser certains points. Alors, chômage partiel, il y a comme une limitation. Hein. Comme vous le savez, le taux de remplacement est décroissant avec le revenu. Alors, de mémoire, ça passe de 85% à 70% à partir d'un certain seuil. Donc, les cadres ont un taux de remplacement de leur revenu qui est plus faible. N'oubliez pas aussi que le revenu versé par l'État, c'est le salaire de base. Hein. Il n'y a dedans ni prime, ni heures supplémentaires, ni bonus, ni rien. Donc, dans certains cas, ça peut quand même faire des baisses de revenus, surtout pour des salariés qui font traditionnellement des heures supplémentaires, par exemple, qui est assez important. Donc, il y a quand même déjà un effort qui est fait pour limiter le coût du chômage partiel. Sur le financement, je crois que j'ai répondu. Il y aura une stratégie 1 qui serait d'essayer de faire rebaisser les dettes publiques. Cette stratégie, elle nécessiterait de monter la pression fiscale. J'ai beaucoup travaillé sur le désendettement des États après la Seconde Guerre mondiale. Aux États-Unis, par exemple, il y avait 20% d'inflation et 3% de taux d'intérêt. Donc, effectivement, là, ça va vite, quoi, je veux dire, hein, le désendettement. Mais là, on n'aura pas ça. Donc, la seule stratégie, ça serait d'augmenter les impôts. Et moi, je ne crois pas. Je pense que les États ne vont pas faire ça. Et je pense à nouveau plutôt qu'on va filer le bébé aux banques centrales durablement. Donc, on dira aux banques centrales de continuer à porter une partie importante des dettes publiques et de maintenir des taux d'intérêt bas. Inflation, déflation, oui, c'est un très bon point. Alors là, à court terme, on est en déflation, parce qu'en particulier, je n'en ai pas parlé, mais les prix des matières premières se baissent très fortement. Hein. Ce n'est pas que l'énergie, c'est aussi l'alimentation, les métaux, etc. Et puis, on a une croissance négative. Alors, je pense qu'on aura de l'inflation plus tard. À nouveau, ce n'est pas un phénomène monétaire. Je pense qu'on aura de l'inflation pour deux raisons. La première, qui était mentionnée dans une des questions, c'est les relocalisations. Évidemment, les relocalisations en Europe, aux États-Unis, de trucs qui étaient fabriqués dans les émergents, c'est inflationniste. Vous pouvez faire un calcul, que si la France arrêtait d'importer des pièces et des composants depuis les pays émergents et les fabriquait en France, ou en Europe, en Europe c'est pareil, le niveau des prix augmenterait de 4%. Pas 50%, mais il y aurait 4% de hausse du niveau des prix. Donc, et puis, je pense qu'il y aura des revendications salariales, vous le savez tous, d'un certain nombre de professions, certaines dans le secteur public, certaines dans le secteur privé, qui seront satisfaites. Parce qu'il y aura une pression sociale de l'opinion très forte pour qu'elles soient satisfaites. Ni l'État ni les entreprises ne pourront dire non aux salariés qui ont été en première ligne pendant cette crise. Donc, il y aura un peu d'inflation salariale. Mutualisation des aides, oui. Alors effectivement, je pense que c'est vraiment ce qu'il faut. Il faut qu'on ait un signal européen. Je voudrais quand même dire ici que la Commission européenne a fait vraiment un travail remarquable. Il faut le dire. Quand on parle de l'Europe, là, le problème n'est pas la Commission. La Commission von der Leyen, elle a réagi extrêmement vite. Elle a levé toutes les contraintes. Elle a vérifié qu'il y avait libre circulation des biens, qu'on ne fermait pas les frontières, elle a mis en place un financement européen du chômage partiel avec 100 milliards. Enfin, elle a fait un nombre de trucs incroyables. Donc, je pense qu'il faut vraiment rendre hommage à la Commission. Le blocage à la mutualisation, c'est les États, ce n'est pas la Commission. Et évidemment, il faut, en particulier, vous voyez l'état de l'opinion qui est extrêmement anti-européen en Italie,
Il faut absolument que l'Europe montre qu'elle sert à quelque chose. Alors, ça commence, et honnêtement, je suis persuadé qu'il y aura beaucoup plus que ce qui a été décidé la semaine dernière. Et donc, on aura finalement un énorme paquet de soutien européen. On ne va pas s'arrêter aux 540 milliards de la semaine dernière, il y aura plus. Donc, je suis assez rassuré sur ce point. Et c'est de l'argent intelligent, parce qu'il ne s'agit pas de financer des déficits courants, il s'agit de financer des investissements d'avenir, hein, de financer la transition énergétique. Enfin, c'est des choses plutôt bien. Tension sur les taux d'intérêt à long terme, oui, il y a une tension sur les taux d'intérêt à long terme, mais elle va continuer. On a quand même plein d'émissions obligataires, même si les banques centrales en achètent une partie. Et puis, on attend plus d'inflation, ce que j'ai dit quand même commence à être perçu. Et donc, c'est normal, je trouve, qu'il y ait une petite tension sur les taux longs. Les taux sur l'immobilier ont monté de 30 points de base. Alors, on ne va pas non plus pleurer sur des taux immobiliers à 20 ans qui sont à 1,35% et puis à 1,05, nettement. Mais il y aura, ce mouvement va se poursuivre. Donc, il y aura une pontification, comme on dit, des courbes des taux d'intérêt. Travailler plus, si vous voulez, tant qu'il y a plein de chômeurs, il ne faut surtout pas faire ça. Allonger la durée du travail quand on est en chômage, beaucoup de chômeurs, c'est totalement contre-productif. Donc, je pense qu'évidemment, on va être assez raisonnable pour ne pas faire travailler plus chaque salarié alors qu'il restera des chômeurs. La question qui peut se poser, c'est celle de l'épargne forcée. Aujourd'hui, le taux d'épargne des ménages français, il est de l'ordre de 50%. Ils épargnent la moitié de leurs revenus. Il y a 15% qui est volontaire et 35% qui est involontaire. Si en sortie de crise, on a un mouvement très important de dépenses de cette épargne forcée, il va falloir énormément produire, en tout cas dans certains secteurs. Donc la question peut se poser d'allonger la durée du travail dans les secteurs où il y aurait une demande colossale parce qu'on dépenserait l'épargne forcée, parce qu'on aurait réembauché tous les salariés qui sont partis en chômage partiel pendant la crise. Donc là, le seul message, à mon avis, des économistes au gouvernement, au MEDEF, c'est de dire ne faites pas ça tant qu'il y a des chômeurs. Mais s'il y a des tensions sur le marché du travail, parce qu'on a un boom de la demande dans certaines industries, dans ces industries, il faut allonger la durée du travail. Et alors, je voudrais après protester contre certaines choses qui sont écrites par certains de mes camarades économistes. Il y a deux demandes collectives répétées dans les tribunes médiatiques. C'est un, l'hélicoptère monnaie, et deux, l'annulation de la dette publique, en particulier de la dette publique détenue par les banques centrales. Alors, je voudrais expliquer que ces deux pistes de politique économique ne sont pas des bonnes pistes et ne sont pas du tout intéressantes. L'hélicoptère monnaie, il faut arrêter de le suggérer parce que c'est ce qu'on est en train de faire. L'hélicoptère monnaie, c'est quand, dans la définition traditionnelle, c'est la Banque centrale donne de la monnaie à certains agents économiques sans contrepartie. Alors, quand l'État français finance le chômage partiel en émettant des OAT qui sont, dans l'instant, achetés par la BCE qui les remplace par de la monnaie, cette opération est strictement équivalente à une opération où la BCE donne de la monnaie aux gens qui sont en chômage partiel. Et donc, bien évidemment, on est en hélicoptère monnaie déjà. Donc, arrêtons de perdre notre temps à suggérer de le faire. Et alors, deuxième chose qui m'irrite, c'est l'annulation de la dette publique par les banques centrales, parce qu'elle est annulée, la dette publique qui est détenue par les banques centrales. Démonstration, l'État français émet une obligation, la Banque de France l'achète pour le compte de la BCE. Comme la Banque de France reverse ses profits à l'État, les intérêts versés par l'État à la Banque de France sont rendus par la Banque de France à l'État, donc cette dette devient gratuite. Et deuxièmement, et là il y a un si, il faut que la Banque de France, la BCE, s'engage à ne jamais réduire dans le futur la taille de son bilan, c'est-à-dire à ne pas revendre les obligations qu'elle a achetées, et donc à les renouveler à l'échéance. Dans ce cas, cette obligation, elle devient non remboursable. Donc une obligation qui est gratuite et non remboursable, elle est annulée. Donc il faut voir que l'État et la Banque centrale, c'est le même agent économique. Et donc quand la Banque centrale achète de la dette publique et la remplace par de la monnaie, cette dette publique, elle n'existe plus. Donc elle est déjà annulée. Donc arrêtons de nous ennuyer à essayer de le faire explicitement. Et pour la dette publique qui n'est pas détenue par la Banque centrale, en Europe, elle est détenue par les assureurs vie. Alors bon courage pour aller expliquer à tous les Français, à tous les Européens qui n'ont plus d'assurance vie parce qu'on a annulé la dette publique qui nourrissait les contrats en euros. Donc évidemment, arrêtons de perdre notre temps sur des pistes de politique économique qui n'ont pas d'intérêt. Ça fait du bien. Merci Patrick. Donc on va prendre la question de notre camarade Salmona. Tu peux parler. Oui, bonjour. J'ai deux questions rapidement. La première, l'épargne s'accroît, l'épargne des ménages. Ils sont averses au risque.
est-ce que ça aurait un sens de lancer un grand emprunt à moyen terme pour financer l'État? Et deuxième question, les opinions publiques sont assez irrationnelles et assez, tendent enfin, assez émotives, assez portées sur l'émotion. Est-ce qu'après une crise, elles ne risquent pas de voir s'accroître leur irrationalité et leur émotion? Et dans ces conditions, n'y a-t-il pas un risque pour la démocratie, pour être clair? Alors, je suis plus à l'aise sur la première question. Sur la, seconde, sur la première question, ben, c'est ce qu'on fait. Enfin, je veux dire, cette histoire de grand emprunt, quand la Banque européenne d'investissement et l'ESM et l'UE, on utilise ces émetteurs-là parce qu'on n'en a pas d'autres. Hein. Tu vois, les eurobonds, ben, c'est des eurobonds, tout ça. Ce n'est pas explicitement des eurobonds parce qu'il n'y a pas de trésor de la zone euro. Mais quand la Banque européenne d'investissement, le mécanisme européen de stabilité ou l'Union européenne émettent sur les marchés de la dette de la zone euro avec la garantie des États, c'est des eurobonds. Donc, quand on émet des eurobonds, ben, on fait un grand emprunt, puisque c'est un emprunt de très grande qualité, c'est un rating triple A, donc les gens sont d'accord pour en prendre, même s'ils ont une énorme aversion au risque. Donc, en fait, il n'y a pas besoin de forcer les Européens, d'autres d'ailleurs dans le monde, à acheter cette dette qui était mise en commun par les pays européens. C'est une dette de très grande qualité, avec le meilleur rating. Donc, honnêtement, on le fait, quoi. C'est ce grand emprunt. Alors, tant que les taux d'intérêt sont de zéro, je ne vois pas l'intérêt de faire un emprunt forcé. Un emprunt forcé, ça a du sens quand il n'y a pas d'épargne. Donc, on n'arrive pas à financer l'État, il se financerait à des taux d'intérêt catastrophiques. Et là, on fait un emprunt forcé pour financer l'État. Mais là, on n'a pas ce problème-là. On a énormément d'épargne à investir à des taux d'intérêt très bas et qui va spontanément acheter cette dette mutualisée de la zone euro. Honnêtement, là, je pense que ce montage-là, il marche. Quoi. Je veux dire, on a une capacité d'emprunt de la zone euro, et appelons ça grand emprunt, on va appeler ça emprunt pour la reconstruction, enfin voilà. Donc on le fait. Hein. Démocratie, oui, je répondais à nouveau, je ne suis pas politologue, mais le vrai risque, il me semble, et on voit bien dans les sondages, dans les études qui sont faites en ce moment dans les pays européens, c'est la montée de l'anti-européanisme en disant l'Europe ne sert à rien. L'Europe, ce n'est pas couverte de gloire non tout. J'ai défendu la Commission tout à l'heure et je pense que la Commission a fait un formidable boulot. Évidemment, après, on s'est piqué les masques sur les aéroports, on a fermé nos frontières, on n'est pas foutu de coordonner le confinement, ce qui est quand même un bazar sans nom. On n'est pas capable de le faire à peu près le même jour et à peu près pour les mêmes industries dans le même ordre, parce qu'il serait quand même hyper pratique quand on a des chaînes de valeur régionales où tout le monde doit produire en même temps pour que ça puisse marcher. Donc il y a d'énormes problèmes de coordination, je suis d'accord. Et mon seul espoir, c'est que la Commission et ses financements européens soient suffisamment spectaculaires pour qu'on ait une perception que l'Europe fait quelque chose. Quand l'Europe financera une industrie européenne du médicament, une industrie européenne des télécoms, du matériel de télécom, etc., ça se verra. Quoi. Je veux dire, l'Europe aujourd'hui va financer une partie importante des dépenses de chômage partiel. Hein. Et donc voilà, il faut espérer que ça suffit à désarmer les tentations de populisme anti-européen. Après, peut-être que ta question, c'était les mesures de contrôle sociétal à la chinoise. Alors là, à nouveau, je ne suis pas un immense spécialiste. J'ai l'impression qu'on s'oriente quand même vers quelque chose qui est optionnel, c'est-à-dire que personne ne sera forcé de charger une application sur son téléphone portable. Ça sera une option quand même un petit peu forcée, parce que si on ne le fait pas, je pense qu'on aura moins de mobilité que ceux qui le feront. Mais je suis quand même impressionné par l'exemple de la Corée. La Corée est un pays où il y a eu très peu de confinement des populations. On a arrêté l'économie un petit nombre de jours, hein, puis ensuite c'est reparti. Il y a très peu de cas, il y a très peu de morts, avec un système extrêmement efficace de tests, d'isolement des personnes et de suivi informatique des contagions. Hein. Honnêtement, on a quand même un exemple d'un pays, d'un grand pays. C'est pas Singapour, c'est la Corée qui a traité cette crise en utilisant les technologies. Alors effectivement, tout le monde doit avoir le Bluetooth qui permet de savoir qu'on a touché quelqu'un de contagieux. C'est une obligation si on veut aller travailler. Bon, est-ce que si c'est ça que tu as à l'esprit, oui, je pense qu'il y aura cette atteinte-là à la démocratie si c'en est une. Comme me disait un ami économiste il y a quelques jours, mais si on ne fait pas ça, il y a une autre atteinte à la démocratie, c'est qu'on n'a pas le droit de sortir de chez nous. Quoi. Bon, je ne crois pas qu'en Europe, il y aura des États qui profiteront,
je ne parle pas de l'Hongrie, mais enfin, les grands pays d'Europe de l'Ouest qui profiteront de cette crise pour réduire les libertés publiques. Enfin, honnêtement, je ne vois pas ça du tout dans les intentions des gouvernements auxquels on parle. Voilà, peut-être que je peux répondre à ces deux questions. Merci Patrick. Alors, je vais te poser les dernières questions regroupées, et comme ça te permet de conclure. Et puis, voilà, je dirai le mot de la fin juste après. Donc, alors, il y a des questions sur le rôle de l'État. Alors, est-ce que cette crise va forcer, disons, à repenser le rôle de l'État après cette crise, à être plus stratège? Par exemple, est-ce qu'il y a un camarade qui a eu l'idée, est-ce que du coup l'État va par exemple forcer les assureurs vie à mettre une partie de leurs capitaux dans les PME? Alors, est-ce que il y a un camarade qui remarquait aussi, est-ce qu'on est dans une crise courte ou longue? C'est vrai qu'on entend beaucoup, ça va être une crise courte, mais il remarquait 14-18, on disait que ça serait une guerre courte, et qu'il y a d'autres analystes d'Imperial College qui disent que ça sera une crise longue, et qui remarquent que c'est une crise qui est assez autoréalisatrice, c'est aussi l'inquiétude qu'elle génère qui génère la crise, et elle est très médiatique. Ensuite, par rapport aux PME, est-ce qu'il y a des entreprises qui risquent pas de ne pas avoir accès au rebond parce qu'elles ont fait faillite avant pour des problèmes de trésorerie, malgré tous les déficits, tous les mécanismes d'aide? Ensuite, est-ce que tu as des idées, si tu penses que c'est une bonne idée, pour accélérer ou assurer la relocalisation de certaines activités en France ou dans certains autres pays avancés? Alors, deux questions techniques intéressantes avec ton expertise sur ces domaines. Sur les taux de change, comment tu vois l'impact de cette crise sur les principales parités de change, notamment euro-dollar? Est-ce qu'il n'y aura pas une course pour rapatrier ces capitaux en zone dollar? Et enfin, sur la bourse, il y a un camarade qui remarque comment ça se fait qu'en gros, la bourse n'est, entre guillemets, si haute, à un niveau, il remarquait juin 2019, je n'ai pas vérifié, mais à un niveau pas si bas par rapport aux perspectives que tu énonces aujourd'hui et qu'on entend partout. Est-ce qu'on ne pourrait pas se dire que la bourse devrait être encore plus faible? Voilà, je te laisse répondre à tout ça. Alors, je crois dans l'ordre, c'est le plus simple. L'État stratège, j'aime bien, je vous en parlais tout à l'heure, l'exemple de la batterie électrique qu'ont fait les États français et allemands. Ils ont décidé que l'Europe ne pouvait pas être présente dans la production de batteries électriques. Il ne s'agit pas des batteries électriques d'aujourd'hui, ce n'est pas le solid state, c'est la génération juste après, c'est des batteries plus évoluées que le lithium-ion qu'on a aujourd'hui. Et comment l'État a-t-il fait? L'État a mobilisé deux grandes entreprises qui sont Total et PSA, enfin les États français et allemands, PSA par Opel, c'est allemand, et a dit à ces deux entreprises, vous êtes les industriels, moi je ne suis pas industriel, donc faites la recherche et ensuite développez une production de masse de batteries électriques en Europe. Ma contribution, nos contributions État français et allemand, ce sera de vous subventionner le temps qu'il faut pour que vos coûts de production soient compétitifs par rapport aux concurrents étrangers. Donc, on ne va pas vous aider à investir, c'est vous qui investissez, c'est vos usines, c'est vos chercheurs. Hein. Mais comme au début, pour des raisons de rendement d'échelle, vous allez être plus cher que les Coréens ou les Chinois, on va nous mettre la différence sur la table, comme ça vos batteries seront en prix compétitif dès le début, et donc vous pourrez produire plus et vous gagnerez des économies d'échelle. C'est vachement intelligent. Alors, ça suppose que la Commission lève l'interdiction aux aides sectorielles, ce qu'elle a fait, qu'elle fera et qu'elle continuera à faire sur d'autres industries. Et c'est une intervention de l'État très intelligente parce qu'elle rend possible un projet industriel qui sinon ne serait pas fait, mais sans que l'État se mêle de faire de l'industrie, ce qu'il ne sait pas faire. Donc, c'est les chercheurs de Saft et les techniciens de Opel qui vont construire les usines et qui travaillent sur le produit. Donc, ça, j'aime bien cet exemple-là. Je trouve qu'il est assez représentatif de ce qu'on pourrait faire sur les relais de télécom, sur le matériel pour les énergies renouvelables, sur le médicament, etc. Ouais, c'est plus cher de faire du paracétamol en Europe, et donc construisez l'usine, M. Sanofi, M. AFK, et puis on va au début subventionner, parce qu'au début vous serez en petite série, puis quand vous serez en très grande série, vous deviendrez compétitif. Donc voilà, on pourrait généraliser ce modèle de la batterie électrique. Ce n'est pas monstrueusement cher pour les États, c'est transitoire, et ça sépare bien les rôles. L'État ne se mêle pas de gérer un produit industriel. Ensuite, crise courte ou longue, bah oui, je l'ai dit au début. Moi, je pense que, je l'ai dit après, il y a des facteurs qui font que la croissance post-crise, elle peut être molle. En
particulier l'endettement des entreprises. Si tous les 3 mois, on a 3 mois de confinement, à nouveau, on n'est plus dans la même économie. On est en économie de guerre. Et là, l'État devra tout faire. Ça veut dire qu'on sera tous nationalisés, que les banques seront nationalisées, qu'on va fermer les marchés financiers, etc. Donc, on n'est pas là-dessus. On est sur une économie où on arrive à avoir le standing des Coréens et à faire marcher notre économie malgré la présence du virus qu'on contrôle. Et le temps d'avoir le vaccin, c'est-à-dire 1 an, 6 mois, 18 mois, personne n'en sait encore rien. Voilà, on est sur un scénario à la coréenne, avec beaucoup de retard et très péniblement, parce qu'on est parti en retard. Mais évidemment, si après, s'il faut arrêter l'économie 6 mois tous les ans, c'est une crise qui n'est pas du tout une crise, c'est autre chose. Donc je ne suis pas du tout dans ce scénario-là. J'ai écrit un papier qui s'appelle « Économie de crise ou économie de guerre ». Enfin, c'est bien ce sujet-là. Après, faillite, oui, il va y avoir des faillites. D'ailleurs, c'était un choix un peu compliqué en France, pas en Allemagne. L'État français, vous voyez, n'impose aux banques de faire des prêts avec la garantie de l'État que pour des entreprises qui ont un rating suffisamment bon. Des entreprises qui ont déjà un mauvais rating avant la crise, les banques ne sont pas obligées de leur prêter les fameux 3 mois de chiffre d'affaires. Ce qui me paraît être logique, parce que, vous savez, ça s'appelle la fabrique des zombies. Les zombies, c'est ces entreprises qui survivent que par de l'endettement et qui auraient dû disparaître, qui ne font pas de recherche, qui ne font pas d'investissement. On a fabriqué déjà énormément de zombies après la crise des subprimes. On avait 3 ou 4% de zombies dans l'économie mondiale avant les subprimes. Depuis, on en a 13 ou 14%. Il ne faudrait pas qu'on ait 25% de zombies après cette crise. Donc, je ne crois pas qu'il faille sauver ceux qui seraient morts sans la crise. Alors, les Allemands ont fait un choix différent, puisqu'en Allemagne, l'État donne 100% de garantie et toutes les entreprises y ont droit. Donc, même les entreprises déjà en difficulté, donc on aura des faillites. Mais on espère que ce sera des entreprises qui n'étaient pas stratégiques et qui avaient peu de potentiel de croissance. Alors, bien sûr, ça sera un problème humain qu'il faudra, bien entendu, regarder. Voilà. Alors, le rôle de l'État, alors je l'ai dit, il y aura une relocalisation. Après, sur les questions financières, alors, si on était tout seul en Europe à faire ce qu'on fait, l'euro s'effondrerait. Puisqu'effectivement, si une banque centrale se met à créer de la monnaie comme une malade et si elle est toute seule à le faire, tout le monde se réfugie dans les autres devises. Alors, notre salut, il vient de quoi? Il vient, de ce que, et c'est très malheureux, et j'en ai pas dit un mot, mais c'est très important, on a aujourd'hui une hémorragie de capitaux dans les pays émergents. On n'en parle pas parce qu'on est tout à fait centré sur nos problèmes, hein, mais il y a, la crise aujourd'hui dans les pays émergents est absolument dramatique. Il y a d'une part une hémorragie de capitaux qui sortent des émergents et qui partent sur le dollar essentiellement comme valeur refuge. Et donc, on a un problème de financement des émergents qui est majeur. Et deuxièmement, on a l'effondrement des prix des matières premières. Le monde émergent est dans une situation totalement catastrophique. Mais ceci finance. Mais vous voyez, ça, c'est un très gros flux de capitaux. Mais entre les pays de l'OCDE, on fait tous la même chose. Donc, si vous êtes européen, vous n'avez pas une énorme motivation à aller vous mettre en dollars, parce que la Réserve fédérale fait encore plus que la BCE et la Banque du Japon encore plus que la Réserve fédérale, et la Banque d'Angleterre encore plus que tout le monde, puisqu'en Angleterre, l'État anglais n'émet même plus d'obligations. On est revenu à la situation des années 60-70, où l'État anglais se finance directement auprès de la Banque d'Angleterre. Donc, comme toutes les banques centrales font la même chose, il n'y a pas vraiment de raison qu'il y ait des flux de capitaux d'une devise ou d'une autre. D'ailleurs, les taux de change entre OCDE sont extrêmement stables. Et dernière chose, la bourse. Oui, mais le problème des marchés boursiers, il est toujours le même. Les marchés boursiers sont monstrueusement procycliques parce que la très grande majorité, comme vous le savez tous, des investisseurs sont vendeurs d'actions quand les cours boursiers baissent. Parce qu'ils perdent des fonds propres et que leur régulateur leur impose d'avoir moins d'actions quand ils ont moins de fonds propres, parce qu'ils ont des limites de gestion sur la value at risk, etc., parce qu'ils coupent ce qu'on appelle les drawdowns. Et donc, l'immense majorité des investisseurs dans une crise est vendeur quand les marchés baissent. Donc, vous avez un surajustement monstrueux des marchés à la baisse. C'est pour ça que les marchés baissent trop. Le marché, il a baissé de 40%. On attend une baisse de 30% des résultats des entreprises. Et les marchés devraient valoriser les résultats des entreprises jusqu'à la fin des temps, pas ceux de cette année particulièrement. Et puis après, quand les marchés remontent, vous déclenchez la dynamique dans l'autre sens, c'est-à-dire que les assureurs ont plus de fonds propres. Comme les assureurs ont plus de fonds propres, ils vont pouvoir acheter plus d'actions, etc. Les value actrices vont diminuer, donc les fonds vont acheter plus d'actions. Donc en fait, on sait qu'on a ce truc-là. C'est-à-dire que les marchés baissent beaucoup trop tout de suite et ensuite ils remontent brutalement. Alors,
comme les prix de risque vont rester plus élevés, les marchés ne vont pas remonter de tout ce qu'ils auront perdu. Le CAC était monté à 6100 et on est à 4550. Il va peut-être remonter à 5300, comme ça, j'invente, mais à peu près là. Mais il ne va pas remonter à 6100 parce qu'il va rester une prime de risque plus élevée. Mais la chute était totalement n'a pas de sens. Elle est mécanique, elle est due à la procyclicité des marchés. Alors peut-être, si je dois dire un mot, je ne sais pas si c'est le moment que je dis un mot de conclusion, mais il y a une réflexion que je n'ai pas évoquée, c'est que la finance est procyclique. Quand les marchés d'actions baissent, les assureurs perdent des fonds propres, donc ils vendent des actions. Quand il y a des faillites, les banquiers deviennent prudents, donc ils resserrent le crédit. Et les agences de rating baissent les notations de tout le monde, ce qui fait que c'est plus difficile de se financer. Donc la finance est monstrueusement procyclique, elle aggrave les crises. Et on ne fait pas grand-chose pour l'empêcher. La seule chose qu'on fait pour l'empêcher, vous savez, c'est les banques ont ce qui s'appelle des ratios de fonds propres, des coussins de fonds propres contracycliques. Donc dans quelques pays, dont la France, on a enlevé une partie, 50 points de base en France, des besoins de fonds propres des banques pour rendre plus facile de faire du crédit au moment où c'est nécessaire de prêter des entreprises qui sont moins solides. Mais à part ça, qui est important, en fait, il n'y a rien pour les assureurs. Les règles des assureurs qui s'appellent Solvabilité 2, elles sont totalement procycliques, puisque plus ça va mal, moins les assureurs peuvent détenir des petits risques. Et les agences de rating sont extraordinairement procycliques. Donc on ne sait pas bien, et on ne sait pas bien. Donc il faudrait peut-être réfléchir à rendre contracycliques les réglementations des assureurs, changer les exigences de fonds propres en fonction de la situation de l'économie. Et puis, il faut sans doute prendre avec prudence le rating, c'est que utiliser strictement les ratings d'agence, par exemple pour les banques centrales ou pour les banques, ça peut être dangereux parce que ça aggrave les crises. Donc, je crois qu'il faut une vraie réflexion sur le caractère procyclique de la finance. Merci Patrick, c'est passionnant. Il y avait encore des remarques dans le chat, notamment Hubert Lévy-Lambert qui remarquait est-ce qu'il y a un arbitrage à faire entre perte économique et perte humaine? Écoute, je ne crois pas, si je peux répondre juste à ça. Oui. Si tu regardes les simulations des équipes les plus avancées comme Imperial College ou Bocconi, etc., ils ne disent pas ça. Ils disent au contraire que si on a un confinement mal respecté ou mou, le virus revient et donc on a une deuxième crise et que c'est pire pour le PIB. Donc je ne suis pas sûr qu'il y ait un arbitrage PIB décès, PIB mort, comme on l'a dit parfois. Je pense qu'au contraire, le confinement très solide, c'est quelque chose qui évite à la fois des morts et qui fait que la crise est plus courte en termes de perte de PIB. Donc je ne suis pas sûr qu'il y ait un arbitrage à faire. Je pense qu'on peut gagner sur les deux fronts en même temps si on fait les choses bien. Merci beaucoup Patrick, c'était vraiment passionnant, vraiment beaucoup de choses à réfléchir et je mettrai en streaming, si tu es d'accord Patrick, pour rediffusion, pour ceux qui n'ont pas pu être là aujourd'hui. Super, tes propos. Et donc la semaine prochaine, on recevra Éric Labeille, qui est le président de l'École Polytechnique, et il nous parlera des actions que fait l'IX dans le cadre de cette crise, notamment les labos qui contribuent à l'effort de recherche médicale, mais aussi dans plein d'autres domaines, et aussi des élèves qui font beaucoup d'actions, notamment de solidarité dans le cadre de la crise, et puis aussi le passage de l'IX en mode complètement digital, comme tous les établissements d'enseignement supérieur qui basculeront, y compris jusqu'aux grandes vacances, à un fonctionnement entièrement numérique et en téléenseignement. Voilà, je vous remercie tous, en particulier Patrick, et je vous souhaite une très bonne soirée. À très bientôt. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.